police nationale congolaise avec quelques éléments qui se sont faits, illustrés ou qui se sont illustrés par des actes criminels. Certains ont tué à bout portant sur quelques citoyens congolais jusqu'à endeuiller la ville. Faudra-t-il recycler la police à Kinshasa ou tout simplement la désarmer? La question caresse l'esprit de plusieurs Congolais. Et puis l'insécurité dans l'Est. La lutte contre ce phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en deuil beaucoup de familles congolaises. La démarche entre le dialogue et la force, alors que les forces armées ont lancé des opérations de grande envergure déjà. Beaucoup d'hommes politiques et de politiciens du coin, c'est-à-dire de l'Est du pays, congolais, ils le sont, préfèrent justement privilégier le dialogue. Alors, quel axe privilégié? 4 invités avec nous. À ma gauche, directement, Nixon Kambale. Il est directeur du Centre pour la gouvernance, société civile. Le monitoring de la réforme du secteur sécurité, de l'armée, de la police, même service de renseignement, ça a été donc le cheval de bataille de cette société civile à laquelle appartient Nixon Kambale. Éloi Moubilansam, il est à mon extrême droit, plutôt mon extrême gauche, coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme. Il est, je crois, pour la 2e fois dans ce numéro, il a rejoint le club. Nixon, lui, c'est la première fois qu'il nous rejoint. Alors, à ma droite, Mopil, il n'est plus à présenter. Carlos, société civile, il est dans la société savante, mais c'est un ancien qui avait pris aussi les armes. Il est muséiste. Et puis, nous allons recevoir, comme vous le constatez, Donald Kabasele. Il n'est plus à présenter, l'habitué de ce... Ça fait débat. Analyste politique, il aime qu'on l'appelle comme ça, mais il est proche du cash. Il faut le dire ouvertement, de cette manière. Bienvenue. Merci. On commence par qui? Le nouveau venu. C'est lui qui nous rejoint au club. Nixon Kambale, vous avez suivi un policier a donné la mort à un motocycliste, vous portant, et ensuite, après des méthodes rudes, et même très rudes contre ce motocycliste, et ensuite, un policier commis à la garde des ministres provinciaux de l'Intérieur à Kinshasa a aussi donné la mort à un médecin. Alors du coup, des langues se délient et les gens voient en cette police quand même des failles qui amènent à des procès en flagrance. Faudra-t-il recycler cette police ou la désarmer complètement? Ok, merci beaucoup. Je salue les collègues débatteurs. Il faut dire d'abord une chose, M. Fabien, c'est que d'abord, je dois vous présenter les condoléances pour les familles éprouvées. Mais aussi, il faut dire qu'il faut faire la part des choses dans ce qui s'est passé. Dans la mesure où, pour le premier cas, notamment qui s'est passé sur Kasavubu contre je ne sais pas si c'est Kabinda, il y avait quand même un comportement maladroit de motocyclistes parce que le conducteur de la moto venait d'aller s'opposer et tout le monde est censé connaître que Kasavubu est assassiné vers Ziguida. Donc, mais cela n'est pas dit que cela ne pouvait pas justifier le comportement du policier, parce qu'il avait là toute la latitude d'arrêter les motocyclistes, le conducteur de moto, et de lui parler, parce qu'il est recommandé souvent que lorsque il y a une contravention routière, la première chose c'est de donner conseil avant de pouvoir arrêter. Mais l'acte qui a été commis, c'est un acte répréhensible qui doit être condamné, et pour ça, je pense que la justice militaire ne pouvait que se comporter, la manière de se comporter à l'égard de ces policiers. Quant au second cas, notamment ce qui s'est produit sur l'hôpital Vijana, c'est connu. C'est connu. Les faits ont été rapportés et même diffusés. Nous revenons à cette police. Alors, la police
telle qu'elle est là, vous devez savoir que nous sommes depuis pratiquement 2003 qu'on est dans le processus de réforme. Et il s'est fait que le processus de réforme a connu de bas et de haut. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, on a eu à pratiquement mélanger les combattants, les anciens combattants des groupes qui s'étaient combattus lors de la guerre de 1998 à 2003, avant de commencer à former ou à recycler certains éléments. Et ce processus a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait continué à recruter, à plus du fait que même certains éléments des groupes armés ont été intégrés. Donc ce processus de réforme connaît des hauts et des bas, et il est temps aujourd'hui qu'on puisse évaluer ce processus-là, d'autant plus que beaucoup de dérapages ont été enregistrés, aussi bien dans la conduite du processus lui-même, mais aussi bien dans le comportement des policiers. Alors, M. Moupili, réforme de la police, qu'est-ce qui a changé? Seulement les appellations, voilà, commandant, major, lieutenant, capitaine. Maintenant, on les appelle commissaire principal, commissaire général, commissaire tout court. Est-ce qu'il y a eu réellement réforme de la police? Monsieur, si je dois vous répondre clairement qu'il y a eu des réformes à saluer dans notre police, c'est depuis longtemps et avec même le partenariat des Britanniques pour ce qui concerne la police de proximité, qui était l'idée qui est venue de notre société civile Force Vive à l'époque avec le président Nopes Kibiso. Et cette réforme a commencé. Mais où se trouve le problème? C'est que nous ne voulons pas aussi la culture d'excellence. On forme les unités de police de proximité qui a donné déjà le bon résultat pour la commune de Kinshasa et ailleurs. Si je vous parle, je suis président de la coordination de la société civile de Kinshasa. Et nous, on a suivi justement ce processus de la réforme. L'unique expérience, c'est la commune pilote de Kinshasa avec une police de proximité qui n'a pas fait long feu. Alors, qui n'a pas fait long feu. Oui, mais c'est ça, on devrait étendre jusqu'à toutes les communes et à toutes les provinces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes autorités qui devraient faire ces efforts ont fait les Sanguissa, les policiers formés pour cette cause, on les mélange. Deuxième problème, nous devons ici d'abord saluer la police. Quoique je condamne en tant que défenseur des droits humains le meurtre et les violations graves des droits de l'homme. Parce que lorsqu'un policier tue, non seulement il commet l'infraction, mais il viole les droits de l'homme. Mais il faut ici dire quoi? Non, il faut ici préciser quoi? Ça fait plus de 13 ans que nos artistes ne se produisent pas en Europe. La police française, belge, professionnelle, mieux équipée, est incapable de sécuriser un concert d'un musicien congolais. Mais il faut voir nos policiers, ils travaillent dans des conditions inhumaines, de mauvaises conditions, et de travail, et de social, mais nous avons tous salué et donné des éloges à la police. L'extrémisme là, conditions inhumaines. Et vous voyez, le pays n'est pas mettre à la disposition des moyens à cette police. Vous appelez ça. Les jeeps sont là, des jeeps neufs qui sont comme dotation. Nous parlons de Kinshasa. Mais voilà. Moi, j'étais en août de l'an dernier sur la route qui va Kabayaka-Mwanga jusqu'à Lusambo. J'ai trouvé des policiers sans tenue. Donc, ici, le problème, c'est quoi? Et un policier, lorsque vous l'affectez sans lui donner la restauration, c'est des conditions inhumaines. Je parle comme défenseur des droits humains. Les citoyens? Alors, non, j'ai dit... Nous parlons d'un cas précis. J'arrive dans l'état psychologique. La police. Je voulais démontrer comment cette police, que tout le monde a fait des éloges, après les manifestations de la Moka, plusieurs fois, aucun cas a décrié. Mais pourquoi aujourd'hui ce virage du positif au négatif? On parle de Oudjana. Qui sont-ils? Maintenant la question c'est là où il faut chercher maintenant à creuser. Nous avons un cas que mon confrère vient de relever des phénomènes Wewa. Partout en Afrique, c'est un phénomène qui est comme un danger public.
Mais les policiers, c'est à respecter. Mais l'état aussi psychologique, les gardes du corps, par exemple, les cas qu'on parle là, qui peut être garde du corps d'une autorité? Est-ce que c'est son neveu, c'est son cousin, ou c'est un policier bien formé avec une spécialité de garde? Mais ici au Congo, qu'est-ce que nous voyons? On prend, chacun veut être sécurisé par les membres de sa famille. Et aussi, nous voyons aujourd'hui des policiers de garde au marché, et vous, je crois, vous êtes un grand journaliste, avec le panier de l'épouse d'une autorité, et l'épouse achète des mangues, et c'est les policiers qui portent le panier. Vous voyez que même les autorités doivent être recyclées, parce qu'on ne peut pas devenir demain... Donald, dites-nous si à Kinshasa, on doit... nous retombons dans ce qu'on appelait violation flagrante des droits de l'homme et des assassinats crapuleux. Et ce qui se passe aujourd'hui, on relance le débat. Cette police, on doit lui ravir les armes et lui laisser avec les moyens plus humains vis-à-vis de la population qui est bénéficiaire de son service, où il faut tout simplement lui laisser les armes et la recycler, cette police de Kinshasa. Merci, M. Fabien. Merci à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je crois que, comme l'a dit mon frère qui a pris la parole avant, il y a lieu de présenter les condoléances à toutes les familles éplorées. Ça, c'est un fait. On nous parle ici de la réforme, d'après la réforme et tout ça. Mais, M. Fabien, il fallait qu'on pose d'abord les fondamentaux. Il s'agissait de la régulation d'une circulation. Le premier cas. Le premier cas de Cabinda. Est-ce qu'un policier de la police de la territoriale est habilité à réguler la circulation routière? Pourquoi existe-t-il la police des circulations routières? C'est aussi ça le problème. Celui qui a tiré à bout portant, c'est un policier de la territoriale. Est-ce qu'il avait le droit de réguler d'abord la circulation? C'est là où commence le problème. C'est vrai que la faute, elle est partagée, certes. Parce que nos amis Wewa, comme les autres qui sont des chauffeurs de taxis ou de bus, il y a toujours à boire et à manger quand ils circulent. Ça, c'est vrai. On peut tous s'en plaindre. Vous pouvez être au volant, vous verrez les Wewa partir dans tous les sens. Vous pouvez voir un conducteur de ce qu'on appelle 207. Tout ça est à décrier, c'est vrai. Le sens, il est unique. Ça, c'est vrai, c'est connu. Est-ce que le policier de la territoriale est habilité d'abord à réguler la circulation routière? Est-ce que celui qui a le pouvoir de dire, de reprocher à ceux qui circulent que voilà, tu as pris un sens ou un autre? Pas du tout. Comment il s'est retrouvé là? Même si c'est comme ça, on dit que la démarche doit d'abord être pédagogique. Voilà. Donc on parle à la personne. Et ensuite, il y a la sanction qui vient après s'il a récidivé. Voilà. Alors, comment brandir l'arme et tirer sur la personne, quelle que soit la faute? C'était d'abord à ce niveau ici, on parle de Oudjana. Ouais. C'est Oudjana. Vous vous êtes renseigné, ils viennent d'où? Ils ont été formés où? Pourquoi ils ont la gâchette facile? Et ça, c'était le premier postulat. Le deuxième, je reviens à votre question. Est-ce que la police, pour réguler même la sécurité publique, même pour couvrir les émeutes, la police a besoin de porter les armes létales? Est-ce que la loi qui organise la police permet qu'un policier se promène avec un chargeur tout plein, avec une Kalachnikov? Mais ailleurs, quand on voit un policier ou un militaire avec une arme, c'est que ça déclare la guerre. Imaginez un citoyen qui n'a rien à la main, qui n'a pas une arme, qui n'a pas un couteau, qui n'a rien, qui n'a que sa moto. Vous tirez dessus. Mais ça, c'est atrocement inhumain. C'est des choses à condamner. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur et Sécurité du pays, il doit se mettre pour que cette police soit humanisée, au moins pour qu'elle ne fasse que respecter les lois qui l'organisent d'abord. Parce que vous comprenez que la gâchette elle est facile. D'ailleurs, parmi les réformes, parce qu'on a parlé des réformes tout à l'heure, il a été décidé que tous les policiers qui ont été commis à la sécurité de certaines autorités ou autres reviennent dans leur fonction traditionnelle, celle de protéger la population et leurs biens, et que les sociétés de gardiennage s'en chargent
Où est-ce qu'on en est avec cette mesure? Et voilà, votre question. Voilà aujourd'hui. On va revenir à donc, la réponse à votre question. Vous avez bien interrogé. Voilà. Éloi, dites-nous à ce stade, les armes létales, est-ce que c'est normal dans cette réforme qu'on les laisse entre les mains de la police et de ce jeune formé qui vient d'arriver et qui en use comme bon leur semble? Est-ce qu'on ne peut pas se limiter à des moyens comme donc ceux par exemple utilisés par la police anti-émeute, avec des boucliers, avec par exemple des lacrymogènes, au lieu d'avoir une arme létale comme ça? Merci, Monsieur Fabien, pour l'invitation. Je salue d'abord tous mes compatriotes qui débattent maintenant avec nous. Je présente les condoléances aux familles éplorées, puisqu'on ne doit pas dire assez. La question que vous me posez de la réforme, c'est au cœur de la crise de notre société. Notre société est malade. Malade de ses animateurs. Il n'y a pas que la police. C'est dans tous les secteurs de la vie nationale qu'on déplore les dérapages. Mais malheureusement, le cas de la police aujourd'hui, c'est un cas de figure, puisqu'il y a eu mort d'homme. Vous savez, on a parlé de réformes, on est trop ivre de mots, des réformes, des forums, des conférences, beaucoup d'histoires, mais quel résultat cela donne? Mes compatriotes qui en ont évoqué, ils ont raison, mais ils n'ont pas dit quel est le résultat palpable. Voyez qu'un policier, et je voulais un peu recadrer les choses en termes de vocables. Monsieur Fabien, vous avez parlé de crime, vous avez parlé d'assassinat crapuleux. Il n'en est pas question pour les deux cas de figure. Ce sont juste de bavures qui ont entraîné mort d'homme, ou on peut parler sur le plan judiciaire ou juridique, sous contrôle de mes confrères, meurtre, peut-être prétérintentionnel, hein? Mais je ne vois pas les crimes. C'est des crimes. Je ne vois pas. Attendez votre temps de parole. Il n'y a pas eu de crime. Là, c'est un autre débat. Et il n'y a pas eu assassinat. Faudra-t-il qu'on prouve qu'il y a eu préméditation pour qu'il y ait assassinat? Ou qu'il y ait crime? Non, n'allons pas dans le juridique. Alors, une précision importante d'un juriste. Alors, le policier, donneur de la mort aux motocyclistes, a été condamné à la peine capitale. N'est-ce pas? Alors, vous précisez qu'il s'agit seulement des bavures. Je ne fais pas les débats avec lui. En fait, là, il y a lieu de recadrer. Eh bien, pourquoi on condamnerait les policiers si ce n'était que de bavures que vous rendrez, vous parlez de manière simpliste? Vous prenez au bout de doigt l'ampleur du crime que le policier a commis. Et là, ça ne peut qu'interpeller les âmes sensibles. Eh bien, le policier est coupable du meurtre, même si on ne peut pas parler de l'assassinat, mais c'est un crime. Je ne sais pas ce qu'on entend par crime, mais par bavure. Mais parce que s'il n'y avait pas crime, s'il n'y avait pas délit, s'il n'y avait pas... Nous ne venons pas faire le débat du droit ici. Ouais. Il y a un cas de mort d'homme. Hein, on peut ramener ça. Une personne qui est morte, c'est un mort de trop. On n'a pas les monopoles ici de qualifier, il n'y a pas de juge ici. Mais on est juriste, chacun a son appréhension. On peut toujours débattre dans le couloir. Il n'y a pas eu... Il ne faut pas aussi exagérer pour qu'on puisse relayer. Il y a eu crime, il y a eu assassinat. Non. Assassinat veut dire préméditation. Est-ce qu'on a prouvé? Est-ce que dans le jugement, on a établi ça? C'est prétérintentionnel, comme l'a dit le confrère. Donc, on voulait corriger, mais sans entraîner ça. Et c'est déplorable qu'une police utilise les armes létales pour corriger. Tout cela démontre la faiblesse de notre système de sécurité collectif. Alors, on va terminer justement on aborde notre deuxième tour des tables avant de terminer ce sujet. On n'entre pas dans le débat des droits, la guerre des concepts. Ce n'est pas le débat des droits. Justement. Nous sommes ici en train de parler, est-ce que la réforme a donné des résultats ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à avoir une police qui serait celle voulue par les constituants congolais, à savoir une police civile au service du bien ou de la nation. C'est ce qu'on veut avoir. Effectivement, aujourd'hui,
s'il y a eu la réforme, c'est parce qu'on voulait on voulait arriver à avoir une police voulue par les Congolais et par les constituants congolais. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que la police est civile. Ça veut dire que la police ne détient pas les armes létales. La police use des moyens pour le maintien de l'ordre. Et c'est à cela qu'on voulait arriver. Et nous avons dit ici, nous avons convenu, au moins des interventions de tous ici, nous avons convenu que la réforme a été menée, c'est vrai, de manière à atteindre certains résultats, mais il y a eu de faiblesses, il y a encore des défis à relever. Et c'est comme ça que si on arrive à des cas... Est-ce que la réforme avait prévu que les policiers dans une ville comme Kinshasa se promènent avec des armes? Ce n'est pas seulement des armes létales. Ne limitez pas la police à la seule ville de Kinshasa. C'est la police nationale. Justement, est-ce que c'était prévu comme évidemment, ça pour que suiviez la réforme? Les policiers, dans le sens de la réforme, ne devaient pas avoir des armes létales. Hein? Donc, ne devaient pas se produire avec des armes à feu, comme on dit. Ils ont leurs moyens, les lacrymogènes, et ainsi de suite, qu'ils peuvent utiliser. Mais quand est-ce qu'il faut faire usage même de lacrymogènes? Il y a des conditions. Ce n'est pas à tout bout de champ, et les policiers se réveillent, ils quittent la rue et ils lancent le lacrymogène. Ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est de savoir à quel moment le policier est appelé à user des bâtons, de l'arme de gaz lacrymogène, et à dernière analyse, parce que dans la police, il y a plusieurs compartiments. Le confrère a parlé, il y a la police communale. Évidemment. La police communale, qu'aujourd'hui, qu'on a voulu que ce soit la police territoriale ou de proximité, qui, elle, dans le sens voulu par les gens par la réforme, c'était une police qui devait être à communion avec la population. Un détail important, le policier qui a donné la mort à ce motocycliste n'était pas un policier ou n'est pas policier de la circulation. Effectivement, voilà pourquoi nous disons ceci. Nous disons ceci. Dans la police, il y a plusieurs unités. On parle de police de garde, police territoriale, police... il y en a plusieurs. Police judiciaire? Non, la police judiciaire, c'est à côté. Il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mélanger, même si on a fait un amalgame. Mais dans la réforme, évidemment, la réforme, c'est du meilleur pour ces cas-là. Mais c'est votre réforme. Non. Parce que ces cas-là, ça peut faire objet de notre débat. Mais ici, nous parlons de la réforme de ce qui a constitué autrefois la gendarmerie, qui était autrefois la police. Il est passé à la gendarmerie et aujourd'hui, on parle encore de la police. Dans cette police-là, il y a différentes unités. Il y a la police qui est commise à la protection des autorités, qui avait été envisagée lors de la transition. Il y a la brigade de garde qui est dans la police. Il y a les éléments de la police commis pour la circulation routière. Ceux-là sont formés pour évidemment réguler la route. Et ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Et à chaque niveau, on peut vous dire à quel moment un policier peut user de tel ou tel autre outil. Et il y a aussi la police comme une unité de protection des personnalités. Alors, mais il y a des choses à préciser, voilà. Fabien. Attention, nous devons éduquer notre population. Parce qu'on parle de mort d'homme, je déplore et je condamne. Je suis défenseur des droits humains. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons documenté des cas de plusieurs policiers tués par les manifestants. Ça, nous connaissons. Nous ne sommes pas dans les cas Maintenant, je suis dans les propositions. Nous sommes dans le cadre au niveau des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commis à la garde de Makambo. Mopili, s'il vous plaît. Le policier commis à la garde de Makambo Doli. Il va donner la mort pour le cas d'un terrain. Il va donner la mort à un médecin. Alors, regardez la brutalité avec laquelle tout a été fait. Quelle rudesse. Alors, ici, vous voulez dire qu'on éduque quelle population? Là, il faut aller au niveau du recrutement. Ce monsieur, je ne connais pas pourquoi il a fait ça. C'est le problème de recrutement. Lorsqu'on prend un ancien tueur, assassin, au nom du brassage, mixage, vous l'intégrez dans la police,
Non, vous faussez les choses. Vous a dit? Parce que le problème, je dis, on est dans la généralité. Dans la police, il y a les anciens miliciens, tueurs, ils sont là dans la police. Et ils sont là même pour exercer le commandement de la police. Ça ne se fait nulle part, et même c'est en violation avec la loi. On ne peut intégrer l'armée et la police que des hommes de bonne moralité. C'est ce que dit la Constitution. Mais ici, pour calmer, il ne peut bricoler. On ramasse les gens, on les intègre dans l'armée. Ça ne se fait nulle part. Deuxième possibilité. Comme pilote de l'expérimentation de la police de proximité, nous avons visité cette unité. Il n'y avait aucune arme létale pour se rapprocher de la population. La méthode était coopérative, des collaborations. Et vous voulez justifier ce qui est arrivé par l'incivisme de la population congolaise? Non, je ne justifie pas ça. Je dis, moi, je suis pour qu'on continue avec la police de proximité. Ok? Mais je regrette pourquoi les autorités ont négligé cette réforme. Et je vous dis, il y a même les unités formées dans le cadre de police de proximité, mais qu'on les met ce qu'on appelle les sanguissa, on les permet sans respecter l'ordre. Autre chose, les problèmes de commandement. Il faut qu'on puisse mettre à la tête des unités des officiers formés dans la police, et nous les avons. Troisième chose, il faut des actions exemplaires. Le cas par exemple de ces policiers, il faut qu'il y ait une audience foraine au terrain par exemple de football, et que tout le monde voit qu'un policier n'a pas droit de tirer sur la personne. La police est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et d'ailleurs, on peut être général. Il n'y a aucun membre de famille qui paie le minerval à un Congolais pour entrer à la police. La police est gratuite et c'est avec l'impôt du contribuable. Mais aussi, j'ai parlé du recrutement, j'ai parlé du recyclage, ça doit continuer, mais la solution reste la police de proximité. On laisse la police avec les armes, comme ils trimballent par moment, certains policiers trimballent avec ça sur la ville? Non. Ici, je vous dis, lorsqu'on est dans la police de proximité, il n'y aura plus besoin de police avec les armes. Il y a eu des ratés. Sauf, il y a les unités d'anti-émeutes, d'anti-terror, qui pouvaient intervenir lorsque les cas où l'urgence se présente. Le cas de Kinshasa, où c'est venu après, c'est lui qui a eu lieu, qui s'est produit à Kolwezi, dans les lois là-bas. Évidemment, un policier commis à la garde du ministre provincial des infrastructures avait accompagné l'ami du ministre ou le ministre lui-même dans une boîte de nuit. Alors là, dispute autour d'une serveuse, il avait tiré également une balle en l'air. Voilà, ça créait la panique. Oui. Est-ce que ça peut inspirer quand même dans le processus de la réforme qu'on puisse retirer les armes, donc les armes à feu des mains des policiers? Le port d'armes par le policier est régulé par d'abord le loi de la République et par les différentes recommandations qui ont été faites par rapport à la réforme. On est revenu sur un truc, quand on parlait de la police judiciaire, je vis mes copanélistes, pour certains, essayer de refuter vraisemblablement. Mais ils doivent comprendre que la police judiciaire, c'est le fruit de la réforme de la police. Parce que la police judiciaire, elle était rattachée au parquet. On a voulu unir cette police. Qu'il n'y ait pas de police judiciaire qui dépende du parquet et qu'il y ait une autre police à côté. On a voulu faire que toute la police soit dans une seule police et que le commandement soit un. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Si vous allez dans nos commissariats provinciaux, vous trouverez le commandant de la ville est là, par exemple, comme Kassongo. Et puis, il y a ses adjoints. Il y a un adjoint qui est chargé de la police judiciaire. C'était un ancien agent du parquet qui est aujourd'hui dans la police. Et le processus devrait continuer jusqu'à ce que ces gens doivent porter le tenue, ainsi de suite, se comporter comme des policiers. Alors, aujourd'hui, nous parlons de notre police. Mais il faut reconnaître que, oui, certes, nous voulons bien qu'il y ait des réformes. Les réformes qui visent le professionnalisme de notre police pour qu'elle réponde à son besoin traditionnel ou carrément à son devoir traditionnel de protéger la population. Et ça, le premier cas concerne la circulation routière. Voilà. Celui qui est intervenu, vous l'avez précisé, n'était pas un policier de la police des circulations routières. Mais pour le cas de Makambo, avec le policier à sa garde qui a donné donc la mort à un médecin, qu'est-ce que ça inspire dans le cadre du débat pour que les choses changent? Voilà. Concrètement, soyez prêts. Voilà, nous avons tous eu la chance de visionner la vidéo.
vous sentez que, d'abord, le policier commence par donner des coups à la victime. Et finalement, il va appuyer sur sa gâchette. Et puis c'est la mort qui s'ensuit. Est-ce qu'on avait besoin, pour partir, exécuter une mesure de spoliation ou quoi que ce soit, amener des armes létales? Est-ce que parce qu'on est garde du corps d'une autorité, on est censé être au-dessus de la loi? Ou on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est sous couvert de ces messieurs? Je crois que c'est un cas d'exemple. Aujourd'hui, et l'autorité et les policiers, ils sont dans le filet de la justice et les responsabilités seront établies. Ils doivent savoir. Bon, au lieu seulement d'attendre le verdict dans un éventuel procès, qu'est-ce que ça doit inspirer à la société savante que vous êtes, à la société civile, aux politiciens, Alors, qu'est-ce que ça doit vous inspirer afin de faire des propositions concrètes pour que demain on ne déplore plus ce qui est arrivé? Autant de policiers autour d'une seule personnalité. Est-ce que vraiment les choses ne peuvent pas changer quand même? Monsieur Fabien, merci beaucoup. Je reviens pour dire que c'est notre société qui est mise en cause. N'oubliez pas que la police, c'est le symbole de l'État. Et cette police ici doit assurer la protection des personnes et de leurs biens. Tous ces dérapages, c'est l'image de la remise en cause ou de la réévaluation de ce qu'on a appelé ici la réforme. La réforme a commencé quand? Avec tous ces dérapages, je crois que c'est le moment d'évaluer ce processus de réforme et voir les faiblesses, puisqu'il y en a trop. Quand il y a des dérapages comme ça, il y a mort d'homme, ce sont des faiblesses. Et il faut se dire aussi que dans le résumé de fait, pour le Premier ministre Makambo, vous savez, qu'est-ce qui a été à la base de cela? C'est le terrain de l'État. C'est l'espace public de l'État qui a été ou qui était en train d'être spolié. Le bien de l'État a été ou était en processus d'être spolié. Est-ce que la récupération, la défense d'un bien de l'État, ça doit se faire de cette manière? Dans quelle république là? Nous avons déjà condamné, tout le monde unanimement. Apparemment, vous êtes juriste, non? Non, oui, mais nous avons condamné. Dans quelle république on doit procéder de cette manière? Nous n'allons plus revenir pour pleurnicher. Nous avons présenté les condoléances. Maintenant, nous sommes en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons rester là pour pleurnicher? Non, nous sommes un État. Nous sommes citoyens. Nous constatons qu'il y a eu mort d'homme. Mais maintenant, on analyse qu'est-ce qui a été à la base de ces morts d'homme. C'est le comportement d'un ministre de l'État qui a entraîné tout cela. Et la justice, on ne doit pas dire qu'en attendant la justice, c'est l'un des piliers, l'un des attributs de l'État. On doit attendre le jugement de l'État. Alors, une sanction exemplaire, Makambo perd son poste, et ensuite ce policier condamné peut-être à la peine capitale. On attend, on décide rien. Vous semblez, M. Kambale, banaliser mort d'homme qu'il y a, comme si ceux qui sont morts étaient des inciviques. Je ne comprends pas. Personne sur cette table n'a banalisé la mort d'homme. Nous tous, nous avons condamné l'acte et nous disons que cet acte doit être sévèrement puni conformément aux lois de la République. Et là, c'est clair, et personne ne peut nier ça. La grande question ici que nous posons, c'est le comportement de ces policiers-là. Et c'est la question qui fait débat. Pourquoi ces policiers est arrivé à ce niveau? Est-ce qu'il a été recyclé ou est-ce qu'il a été régulièrement recruté? S'il a été régulièrement recruté, le confrère a donné, il y a des conditions pour être recruté au sein de la police. Le minimum, il faut avoir au moins une éducation, avoir été à 6e année des humanités. Il faut avoir une bonne moralité. C'est ça. Ce sont des minimums, ce sont des conditions qui sont connues. Voilà. Alors, la troisième chose, il faut avoir suivi une formation. Et ici, le vrai problème, et le confrère l'a dit, et moi, tout le monde l'a répété ici, c'est que nous déplorons le fait que le processus de réforme n'a pas été mené de la manière dont il était prévu. Ça veut dire quoi? Il faut reprendre à zéro ou bien continuer? Non, il faut évaluer. Il faut évaluer. Nous tous ici, nous avons dit, nous devons évaluer. Pourquoi évaluer? C'est parce que pour évaluer, il y a 2 ou 3 choses. La première, c'est de voir ce qui a été fait,
ce qui n'a pas été fait, en relevant les forces et les faiblesses, et pour recadrer, pour qu'on arrive à recadrer tout l'ensemble du processus. Merci, Nixon Kambale. Deuxième sujet, justement, de ce débat, lutte contre l'insécurité dans l'Est. Vous l'avez appris, nos forces armées ont lancé les opérations de grande envergure pour en finir avec ces Nyangalakata, selon l'expression utilisée par le président de la République la fois passée, alors que les politiques et politiciens du coin veulent privilégier le dialogue. Quelle option doit-on encourager au niveau national, au-delà de la décision de nos forces armées? Carlos Moupili. Pour moi, la question qu'on doit se poser, c'est s'il faut dialoguer, c'est entre qui, comme acteurs, doivent dialoguer? Les communautés locales. J'ai dit, déjà, c'est un faux débat parce qu'on en a déjà connu. S'il faut utiliser la force, c'est contre qui? Parce qu'ici, M. Fabien, ce pays a ses propres réalités. Nous venions de parler de la police ici. Faut-il désarmer? Mais quelqu'un de la commune de Matete, s'il écoute que Fabien veut qu'on désarme la police, mais c'est comme si vous faites la promotion au Koulouna, que le Koulouna puisse tuer les gens. Je suis en train de poser une question à l'Est. On réfléchit. Mais c'est ça. Parce que lorsque nous sommes à l'Est, comprenez facilement, que ce soit dans la méthode des historiens, la causalité historique, que ce soit chez les politologues qui utilisent la méthode stratégique. Qui planifie, qui conçoit, qui donne la logistique et qui fait l'opération. Ce qui se passe à l'Est, c'est lui qui conçoit, les concepteurs, c'est les multinationales anglo-saxonnes. C'est elle, le metteur en scène. Et maintenant, c'est eux aussi qui donnent la logistique. Qui fait l'opération, c'est les petits pays voisins. Qui recrutent les complices parmi les nationaux non traités. Et ces complices doivent être protégés par les multinationales, par le pays voisin. C'est pourquoi les multinationales procèdent par ce qu'on appelle la mafia, pour protéger leurs réseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Leurs recrues d'IRCD, du MLC sont les plus protégés et ils sont mieux placés dans les institutions, dans le système national du pays. Ce qui fait qu'ils vont commencer à nous faire endormir. L'État a pour la première mission gendarme, protéger la population et sécuriser ses frontières avant d'être l'État de providence. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Ce qui se passe à l'Est. Vous avez nos forces armées avec l'appui des forces onusiennes. D'autre part, vous avez des forces négatives étrangères. Et c'est ce qui justifie que nous sommes en train de connaître un conflit armé international, mais nationalisé. Vous trouvez les FDLR. C'est les enfants brigands des voisins rwandais. Donc, vous avez les ADF. Les ADF, non. Les FDLR sont les enfants des Interamwe. Les Interamwe et les ex-FA c'était des génocidaires du Rwanda. Ils ont mis au monde, et leurs enfants, c'est une autre génération de FDLR. Vous trouverez les ADF Nalo. Ce sont les bandits des voisins ougandais. Donc, il y a l'élément d'extranéité. Je donne cet exemple pour qu'on comprenne. Il y a les enfants des voisins qui viennent dans votre parcelle et qui tuent. Et vous devez maintenant faire le dialogue avec les enfants voisins là. Est-ce que c'est ça la manière de raisonner? Deuxième chose pour terminer. Il y a aussi la présence des Maï-Maï qui dans le plan sont aussi considérés comme les groupes armés. Mais qui sont les Maï-Maï? Les Maï-Maï exercent ou fonctionnent sous le régime de l'article 63 de la Constitution, qui donne un devoir sacré à tout Congolais de protéger le territoire congolais face à l'envahisseur étranger. Donc les Maï-Maï sont comme les anticorps, les globules blancs. La présence des étrangers sur le territoire congolais, comme
Comme on voit aujourd'hui dans le Bouta, Iziro avec les Mbororo, demain vous verrez qu'il y aura de Maïmaï. Parce que l'État ne veut pas protéger la population locale. Alors, donc, vous n'allez pas il faut que l'État cesse l'hypocrisie, laisse la complaisance et qu'il puisse attaquer les causes et non les effets. Voilà, vous allez faire une proposition concrète en tant qu'ancien guerrier jusqu'à Kinshasa. Voilà. Merci de rappeler d'ailleurs ça. Oui. Vous savez, toute la question de l'Est commence beaucoup plus en 96, 94. Parce que bien avant, on était avec le tout-puissant Mobutu. Est-ce qu'on violait les gens comme on le viole? Est-ce qu'on mourait à 1 million? Pas du tout. Oui. Tout est planifié et ça commence au Rwanda. On va abattre Abiyarimana avec l'objectif de détrôner Mobutu au Congo. Et on va faire accepter à Mobutu des réfugiés en millions. Avec les armes. Qui vont arriver au Congo. Et finalement, de ces réfugiés, il va sortir le RAFDEL de Carlos Mopili, qui, eux, se disent congolais, ils ont mission d'enlever Mobutu du pouvoir. De l'autre côté, on va le MLC, vous allez, à l'époque, on a vu le sénateur Jean-Pierre Bemba, ex-sénateur, qui disait sur des chaînes de télévision que oui, effectivement, j'ai eu l'appui militaire de Museveni, et il nous a donné des instructeurs, ainsi de suite. Des Rubérois avec des RCD et tout. La question, elle est, comme il le dit, elle est internationale. J'insiste. Que l'hypocrisie de la communauté internationale doit cesser. On a déjà connu 6 millions de morts. Ils ont privilégié le règlement pacifique des conflits. Ils ne veulent pas appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que quand il y a la menace contre la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité peut prendre une mesure coercitive pour endiguer ce système. Nous avons vu le président Donald Trump se féliciter d'avoir abattu al-Baghdadi, qui est choisi comme un terroriste. Il s'est vanté devant la presse en disant il est mort lâchement, il est mort comme un lâche, sans dignité, sans quoi. Vous avez vu un organe de droits humains dire que ce que Trump a fait est mauvais? Au Congo, on va nous imposer qu'on doit dialoguer, on doit faire la paix. Il ne compte pas les 6 millions de morts. Moi, je crois, l'offensive, elle est bonne. Elle doit continuer. Les ADER sont le Maïmaï sont une force d'autodéfense. Alors, dans cette tour des Babel, oui, l'option de l'intervention extérieure n'a pas été levée. Oui. Nos forces armées sont seules au front. Mais Museveni et Kagame font semblant de s'entendre après un semblant de réconciliation. Museveni et Nkurunziza sont Kagame et Nkurunziza sont des ennemis. Je parlais de Museveni et Kagame au début. Alors, il y a les forces d'autodéfense, comme vous appelez globules blancs. Les globules blancs. Oui, les Maïmaï. Il y a également des Ougandais qui viennent et des Burundais qui sont sur notre territoire. Est-ce que la solution est-elle essentiellement militaire? Monsieur Fabien, merci beaucoup. Je crois que mon voisin de gauche, Donald, m'a un peu enlevé le beefsteak dans la bouche. Il a presque tout dit. Nous sommes, l'heure est grave. Il y a l'un des attributs de l'État qui est mis en cause à l'Est. Plus de 6 millions de morts est établi, documenté par les Nations Unies et les organisations internationales de droits de l'homme qui ont quand même autorité. Mais ce génocide n'a jamais été reconnu. Aujourd'hui, là, l'option de la guerre est là. Oui, on doit éviter ce que Napoléon Bonaparte a appelé la situation de ni paix ni guerre. Il ne faut pas qu'à Kinshasa, on est en paix. À l'Est, la République, c'est un corps. Quand le bras est cassé, le corps a mal. Nous sommes devant les Yus Bello, comme disait Mampouya. Nous sommes devant la guerre, une guerre internationale. Et avec les sous-traitants locaux. Et aujourd'hui, nous devons encourager. Et d'abord, nous sommes sur le chapitre 7. La MONUSCO fait quoi ici? La MONUSCO est ici pour appliquer le chapitre 7. Qu'est-ce que ça dit? En cas d'agression, en cas en fait, ils sont venus ici pour rétablir la paix. Il y a eu la paix et la sécurité internationale qui a été menacée, qui est toujours menacée, mais
on voit la MONUSCO en reculant. Nous encourageons cette offensive et il faut que sur le plan diplomatique, que nous puissions aussi ouvrir les canaux. Nous sommes encore face à une guerre internationale qui ne dit pas son nom. Alors Nixon Kambale, que vaudra cette diplomatie, bien qu'intense, offensive, que vaudra justement les opérations de grande envergure contre ces inciviques, ces terroristes, quand on sait que les multinationales sont derrière, donnent commandites, donnent moyens logistiques et argent, et sont chez les voisins, qui les encensent beaucoup dans leur gouvernance, et on sait que les multinationales tirent profit de nos richesses. Alors, Fabien, une hypocrisie comme le soutiennent les autres. Vous savez, moi, quand je parle de cette question, ma position a toujours été claire. C'est très facile de chaque fois porter la responsabilité aux seuls États de la région. C'est très facile. Et l'histoire dans ces pays nous enseigne que même si cette guerre soit venue de l'extérieur, d'ailleurs toutes les guerres, il ne faut pas oublier que nous avons aidé le président Museveni à prendre le pouvoir. Museveni a fait de même pour Kagame. Kagame a fait de même pour ce qui est de Burundi. Et après, eux, ils ont fait de même pour ce qui est du Congo pour faire partie de Mobutu. Donc, c'est ce que je déplore dans tout ce que j'ai toujours dit, c'est l'hypocrisie des États de la région, y compris la RDC. Parce que la RDC, vous ne pouvez pas, la RDC ne peut pas aujourd'hui se dire qu'il n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe dans la partie orientale. Ce n'est pas la première offensive qu'on va lasser. Nous allions qu'on puisse lasser l'offensive, mais je vous dis que je suis conscient de ce que je sais de ce quoi je parle. Il y a eu beaucoup d'opérations à l'Est, on sait comment ça s'est soldé. Et ce n'est pas le Rwanda qui a terminé ça, ce n'est pas l'Ouganda qui a terminé ça. Par contre, nous savons comment les ordres se donnaient à partir de notre pays pour que tel ou tel autre ne puisse pas, telle unité ou telle autre ne puisse pas continuer sur le terrain des opérations. Voilà pourquoi moi je dis, tout en saluant cette option, l'approche militaire, moi je dis, la question de l'Est n'est pas uniquement, ou la solution de l'Est ne sera jamais uniquement militaire. Et l'autre fois, je vous disais ici, qu'au-delà de cette approche militaire, il faut voir les autres questions sous-jacentes qui entourent cette question, cette problématique. Je vous parlais l'autre fois, quand j'étais ici, que on connaît. Il suffit que Fabien soit nommé ministre. Il est de Béni ou il est de telle part, il arrive dans son coin, et le chef coutumier, il fait face, il est à présence de Fabien ministre, il lui accorde une concession, et dans cette concession-là, il y a des villages, il y a des chats, il y a des ceci, et Fabien dit, ok, ça devient ma concession, et il chasse tous les villageois, tous les gens qui font les activités champêtres, et il oublie que ces gens-là vivent de ces activités champêtres. Que font les enfants de ces enfants-là, de ces personnes? Ils se constituent. Mais évidemment, ils doivent t'empêcher, toi, parce que tu es violé. Non. Les armes viennent d'où? Si le problème est congolais, alors, monsieur les armes et les munitions viennent d'où? Voulez-vous que je vous dise aujourd'hui? Oui, dites-nous. Que certains de ces armes-là viennent de nos unités sur le terrain. Voulez-vous que je le dise? Demandez à la justice militaire, elle va vous donner des preuves. Je vous dis qu'il y a de nos militaires affamés sur le terrain qui donnent des armes aux groupes armés. Et tout le monde le sait. Alors c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Non, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas. Moi, je vous dis que nos militaires, il y a des militaires qui se livrent à ce genre de commerce. Solution, dialogue ou... je vous dis ceci, tout en optant pour l'aspect militaire, moi je vous dis, il faut prendre aussi les autres aspects liés à cela. Parce que l'aspect lié au fait que tel
il y a la question, le droit d'accès à la terre. On doit résoudre cette question. Aujourd'hui, nous parlons, il y a Minembo qui brûle, non? Il y a Minembo qui brûle. Hein? C'est quoi le problème? Oui, dit tout alors, le problème est connu. C'est que, à un moment donné, il y a eu telle communauté qui avait été privilégiée par rapport aux autres. Les autres se sont sentis frustrés. Et le moment est venu où les autres, là, se considèrent que nous devons aussi nous battre. Alors pourquoi voilà pourquoi l'Est ne doit que nous gaver de ça. Moupili, oui. assez rapidement. Oui, assez rapidement. Bon, je vais dire à Donald, éviter ça, c'est donner les armes à nos ennemis. Ben Laden a été un produit formé par la sécurité américaine. Mais jamais les Américains n'ont pas accusé le régime que c'est vous qui avez formé Ben Laden. Ils étaient unis pour combattre. Et aussi, moi je suis de l'Est. Mon grand-père est mort à Ewabora. Je vais vous dire ceci. Sous Mobutu, même si on parlait ici à l'OZRT que Mobutu pacificateur et unificateur, Joseph Kabila est né dans les maquis d'Ewabora en 1971. Pendant qu'il s'est à Kinshasa, vous croyez que le pays était pacifié. Donc, Mouzé Kabila était au maquis de 67 jusqu'à 86. Kissa Sungando, sur le mot de Rwenzori. 96 ou bien 86 96 86, je l'ai dit. Kissa Sungando, il était sur le mot de Rwenzori, avec toujours son armée, sa rébellion. John Gereng, c'est un rebelle soudanais. Sa base arrière était au Zaïre. John Garang. Sa base arrière était au Zaïre. Donc il ne faut pas tout dire sur les choses que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'êtes pas bien communiqué. Deuxième chose que je voulais dire une chose. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Proposition. Enlevez cet état psychologique que Congo a quitté du Congo belge au Congo rwandais. Que lorsqu'on est en intelligence avec Kagame, c'est là où on doit bien gérer. Enlevez ça dans votre tête. C'est une proposition. Deuxième proposition. Il faut expliquer. Vous êtes en train de sortir du cadre là. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que l'Est de notre pays retrouve la paix? Il faut une bonne communication. La diplomatie congolaise est défaillante. Nous sommes le seul pays qui a connu un génocide, mais qui est occulté par notre État. On ne communique pas. Aujourd'hui, cette diplomatie doit se faire avec les organisations des droits de l'homme, avec les médias, doivent accompagner pour vendre nos morts. Deuxième chose, qu'on mette fin à la prime qu'on donne au seigneur de guerre. Celui qui tue, il devient ministre, celui qui tue, il devient général. Non, ce n'est pas bon dans un pays. Bon, oui. Parce que alors, vous comprenez quel contraste. Lui qui pleurait sur les sorts que les multinationales ont réservés à ce pays, il devient... voilà. Vous comprenez, monsieur Fabien, rapidement. Vous comprenez, monsieur Fabien, que si j'ai rappelé la question de l'AFDEL, monsieur Moupili ne va pas ignorer, ou il n'a pas oublié, que l'AFDEL s'était fait aider par le Rwanda pour conquérir les territoires congolais. Ça, il ne le détestera jamais. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que nous proposons? Nous disons que l'ennemi, il est ennemi, quel que soit l'endroit où il se trouve. Qu'il soit congolais ou étranger, il est ennemi. Nos forces doivent se coaliser, ils doivent avoir la logistique nécessaire, ils doivent avoir le moyen nécessaire, ils doivent combattre les rebelles. Parce que, quand j'ai évoqué l'exemple des États-Unis, ils poursuivent le membre de l'État islamique partout où il se trouve. Même quand ils n'ont pas atteint un territoire américain, ils le font. Alors, nous devons crier, nous devons nous battre. Nous devons arrêter de considérer que la MONUSCO est à nos côtés pour nous aider, parce que simplement, ça fait 20 ans. Et 6 millions de morts, c'est trop. Nous ne devions pas continuer à coopérer, à discuter avec des renégats. Dialoguer entre elles, quand on connaît aussi l'hypocrisie. L'autre l'a évoqué, les soubresauts, les mésententes à cause des terrains dépossédés et champs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Fabien, il n'y a pas deux solutions. Vous savez, chaque fois, quand les dialogues, la paix l'emportent sur la justice, une injustice est commise. Évidemment. Nous parlons du génocide de plus de 6 millions oubliés. Aujourd'hui, là, on a... En fait, j'ai suivi qu'au niveau de... Il y a la loi de l'amnistie. Il n'y aura pas amnistie. Nous sommes dans une guerre. Il faut que l'État
Congolais retrouve ses réflexes régaliens et bouté avec la MONUSCO qui nous accompagne, il ne faut pas minimiser les rapports, pour que la situation à l'Est redevienne normale. Puisque la République démocratique du Congo n'a de sens qu'avec les 26 provinces. L'espoir est-il permis, au-delà de l'hypocrisie de la soi-disant communauté internationale, au-delà de l'hypocrisie également de nos frères et sœurs congolais, au-delà de la ruse des politiciens et politiques qui sont à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa, qui cautionnent ce qui se passe, au-delà des conflits terriens. Est-ce que l'espoir est-il permis? Je peux vous dire que l'âme congolaise existe. Et tant qu'on n'aura pas brisé l'âme congolaise, nous, cet espoir, il faut toujours la maintenir. Et cette guerre, cette situation pourra prendre fin tôt ou tard. Voilà. Et aussi, M. Fabien, 30 secondes. Alors, vous pouvez vous imaginer que le ministre de l'Intérieur de Kinshasa, parce que son garde du corps a tué, il sera jugé. Mais dans ce gouvernement, il y a des responsables des massacres de Makobola qui sont à l'aise sous l'impunité. C'est une injustice intolérable. Et même les héros nationaux nous maudissent. Aujourd'hui, là, ils vous maudissent, je crois que mon pays, il y a eu génocide dans ce pays. Et ce génocide a été reconnu. Il n'y a que nous, par la force de notre diplomatie, nous devons faire imposer ces génocides. Et le tribunal pénal, qu'on les dénomme tribunal ou commission pénale, pour le Congo doit être institué, puisque nos morts ne sont pas morts pour rien. Bon, voilà. Merci beaucoup. Ça fait débat. C'est la justice. Vous avez compris. Nous pouvons continuer dans nos salons respectifs, dans le bureau, et pourquoi pas dans les couloirs, comme nous tout à l'heure. Ça pourrait nous prendre 30 minutes jusqu'en bas avant de plier bagage. L'espoir est permis. Mon pays va jouer son rôle et va atteindre son destin glorieux dans cette Afrique qui saigne aussi. Mon pays a de l'avenir. Tous ces hommes qui bloquent ou qui sont dans des circonstances ou dans les cercles ténébreux, chacun partira lorsque ça sera son temps. Il laissera mon pays. Bonsoir. Au revoir.